votre réaction au vote unanime des élus européens à Strasbourg contre la levée de votre immunité parlementaire. Le procès donc voulu par le Qatar contre vous n'aura pas lieu. Vous maintenez que cet État du Golfe finance le terrorisme? En tout cas, il l'a financé. Il faudrait savoir s'il le finance toujours. Il y a des choses manifestement extrêmement louches dans l'entourage de ce pays, y compris de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas à moi de le dire, mais je suis heureux que la liberté d'expression et de critique d'un élu, d'un parlementaire, et même d'un citoyen en général, dans une démocratie comme la France, ait pu être préservée. Et je trouve, je vous le dis très clairement... Et réaffirmé par le Parlement européen. Oui, mais je le trouve honteux que la France, l'État français, par la signature de Mme Taubira, qui avait transmis cette demande de levée d'immunité. C'était une transmission, ça ne voulait pas. Oui, mais un ministre a toujours la liberté de ne pas signer. Elle avait transmis la procédure. Exactement, que la France ait pu accepter cette procédure judiciaire qui est incompréhensible dans la plupart des autres pays européens et simplement dans la plupart des autres démocraties, en dit long sur notre état de soumission par rapport au Qatar. Alors, très bien, il n'y aura pas de procès, heureusement. Il n'y aura pas de procès, mais donc vous maintenez vos propos, mais le Qatar dit que c'est de la diffamation. Oui, mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent, qu'ils souffrent la critique et surtout qu'ils changent de politique. Le Qatar est une infâme dictature qui ne respecte pas les femmes, qui ne respecte pas les minorités, qui a un comportement extrêmement louche vis-à-vis du fondamentalisme islamiste, c'est une évidence. Et ce pays-là, au lieu de critiquer et d'intimider, doit se réformer en profondeur ou doit disparaître de nos relations diplomatiques. En tout cas... On n'en prend pas le chemin, puisque Manuel Valls, contrairement à vous... J'aimerais que la France soit moins soumise et que les dirigeants français soient moins soumis à ce confetti, à ce petit pays. Vous parlez d'une soumission. Manuel Valls, lui, a dit récemment, c'était il y a quelques mois, il a dit sa conviction, il ne doute pas que le Qatar lutte contre le terrorisme. Oui, moi je le ramène au livre de vos confrères, M. Péan et Mme Ratignier, à d'autres enquêtes, aux rapports écrits par les services français, américains, qui sont beaucoup plus dubitatifs, et surtout, au-delà même du financement du terrorisme, où on mettra un point d'interrogation. Vous mettez un point d'interrogation. Je ne sais pas, il y a eu du financement, aujourd'hui je ne sais pas. En tout cas, sur le reste, il faudrait, et j'ai demandé une commission d'enquête parlementaire, en y intégrant le Front National, via par exemple les députés européens, sur les financements du Qatar dans notre pays. Financement, prise de participation dans les grandes entreprises stratégiques. Ça, on ne va pas lui reprocher, là. C'est massif. Ça n'a rien à voir. Si. Entre dénoncer le financement du terrorisme et l'activité économique en France, Florian Philippot. C'est massif, les prises de participation dans des entreprises stratégiques. Ce n'est pas le problème du Qatar, c'est le problème de la France. Comment la France peut-elle accepter cela? Les financements religieux, financement de certaines mosquées, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui s'y dit? Et puis, évidemment, les liens entre le Qatar et le personnel politique, institutionnel et économique français. Est-ce que tout est clair dans cette affaire? Pourquoi l'ensemble des dirigeants gouvernementaux français sont-ils à plat ventre devant le Qatar dès qu'on parle de ce pays? Que se passe-t-il? Pourquoi? Point d'interrogation. J'aimerais qu'on éclaircisse la situation. La question je trouve un peu on va vous dire et vous et la Russie de Poutine, on vous dira. Déjà, on ne peut pas comparer les pays. Nous ne sommes pas aux responsabilités. Moi, je suis tout à fait capable d'avoir un langage extrêmement critique sur la Russie, si vous le souhaitez. Je dis simplement que la France doit rééquilibrer ses relations internationales et qu'elle ne soit pas soumise à Washington. C'est pour cela que nous souhaitons un rééquilibrage, notamment vers la Russie. Mais pas que. Vous avez d'autres monarchies du Golfe dans le viseur, à part le Qatar? Bon, je pense qu'il y a deux pays qui sont reconnus comme étant louches vis-à-vis du fondamentalisme, c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite. Avec et deux pays qui sont d'infâmes dictatures et sur lesquels on n'entend jamais de critique. Mais par exemple avec l'Arabie Saoudite, on voit quand même nos ministres à plat ventre devant l'émir du Qatar, devant le roi d'Arabie Saoudite. On ne comprend pas pourquoi, alors que parfois il y a des contrats très importants. Il y a des contrats, mais parfois ils en oublient leur morale. Ils se montrent beaucoup plus pointilleux vis-à-vis d'autres pays qui ne sont pas des démocraties parfaites, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui ne sont pas des dictatures aussi infâmes que ces deux pays-là. La question se pose aujourd'hui, d'ailleurs c'est le sujet de la réunion de Rome avec une cinquantaine d'États, de l'ouverture d'un troisième front contre le groupe État islamique en Libye. Est-ce que vous y seriez favorable? C'est-à-dire aller réparer... Aller combattre la progression du groupe État islamique qui essaye, après l'Irak et la Syrie, d'instituer un sanctuaire. Oui, c'est-à-dire aller réparer les conséquences de l'intervention désastreuse de M. Sarkozy et de sa muse Bernard-Henri Lévy en 2011, que le Front National était le seul à avoir dénoncé dans la classe politique française en 2011. Non, mais je veux dire, il faut quand même ramener toujours les choses, sinon on ne comprend rien. On en est là. Qui a détruit l'État libyen? C'est Sarkozy. Qui a mis à la place les djihadistes et ouvert le verrou vers l'Europe? C'est aussi la politique de Sarkozy soutenue par le PS. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Il faut y aller. Bien, peut-être des frappes, oui, s'il le faut. Oui. Mais si on n'a pas le choix, si on n'a pas le choix, on ira donc réparer encore une fois ce qu'on a fait nous-mêmes. Mais si on n'a pas le choix, je ne vais pas être pour la politique du pire, certainement pas d'intervention au sol, peut-être des frappes. Il faudra qu'on en discute, qu'on en débatte tous. Et peut-être qu'on se pose la question d'un deuxième porte-avions français. Moi, je suis très favorable à ce que nous ayons 2 porte-avions, et on voit que dans cette affaire, ça pourrait être extrêmement utile. Une grande puissance diplomatique et militaire comme la France devrait avoir 2 porte-avions. Par ailleurs, ce serait un investissement extrêmement rentable. Ça ferait travailler nos chantiers, ça ferait travailler nos ingénieurs, nos ouvriers, et ça permettrait d'aller vers l'innovation. Je pense qu'il n'y a que des avantages à cela. Est-ce que vous craignez que les terroristes dissimulent certains des leurs parmi les migrants qui quittent, on le sait, en masse les côtes libyennes? Je le crains d'autant plus que nous prévenons sur ce sujet-là depuis des mois et des mois, et même bien avant les attentats du 13 novembre. Alors à l'époque, on nous disait qu'on fantasmait, qu'on jouait sur les peurs, qu'on surfait sur je ne sais quoi. Il se trouve que parmi les kamikazes du 13 novembre, il y avait des gens infiltrés dans la route des migrants. Donc nous avions raison, il faut arrêter ce flux de migrants. Il faut que la France retrouve des frontières nationales et qu'elle arrête cette politique de la passoire qu'est Schengen. Alors, l'idée progresse par ailleurs d'une dégressivité des allocations chômage. C'est-à-dire qu'ils renoncent, ont-ils jamais tenté d'ailleurs, ils renoncent à lutter contre le chômage, donc ils vont lutter contre les chômeurs. Bon. Cette dégressivité, elle a existé en France entre 1992... Vous avez entendu les arguments? Oui, les arguments, c'est pour mettre le paquet sur la formation, oui, et peut-être être plus incitatif, même si ça n'avait pas fonctionné effectivement la dernière fois. On a quand même une expérience qui a duré 10 ans, 92-2001 en France. Ça n'a eu aucun effet. Ça a été prouvé par des études, je crois de l'INSEE, qui ont démontré que ça n'avait pas eu d'impact sur l'emploi. Donc vous êtes pour le statu quo, hein? Non, mais on est, nous, pour une vraie politique de l'emploi. On ne pense pas qu'il faille taper sur les chômeurs. On ne pense pas que la solution, ce soit de lutter contre les chômeurs, mais de lutter contre le chômage. Oui, il y a des fraudeurs. Mais il faut lutter de manière générale beaucoup plus activement contre la fraude. Ça, c'est une évidence. Mais moi, je sépare le bon grain de l'ivraie. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Parce que l'immense majorité des chômeurs, s'ils n'ont pas de boulot, c'est simplement qu'il n'y a pas de boulot et qu'ils en cherchent. Et quand il y a 6 millions quasiment de chômeurs aujourd'hui en France, c'est parce que la situation est terrible, que notre pays est largement désindustrialisé, qu'il n'y a pas assez d'investissement dans l'innovation, qu'il n'y a pas assez de soutien aux PME, aux TPE, sur les allocations assédiques, vous incitez les syndicats à faire barrage à la fois au gouvernement et au MEDEF qui prône également cette mesure. Je dis le gouvernement doit enlever ses œillères idéologiques et changer complètement de politique pour lutter pour l'emploi, notamment en sortant des dogmes européens qui nous désindustrialisent massivement, qui nous empêchent d'aider les petits, qui nous empêchent de faire du patriotisme économique et qui nous plombent. Il y a un personnage qui refait parler de lui dans l'actualité. Mitterrand disait on a tout essayé contre le chômage. Moi, je suis obligé de dire on n'a rien essayé contre le chômage. On tourne en rond sur des mesurettes, toujours les mêmes, pour essayer de baisser les statistiques du chômage depuis 25 ans. Ça ne fonctionne pas, mais il continue parce qu'il y a des sujets qu'ils ne peuvent pas aborder par idéologie. Vous êtes favorable à cette prolongation d'état d'urgence? Moi, à titre personnel, je considère que c'est de la com. Ça ne sert à rien? Je considère que c'est de la communication et qu'aujourd'hui, c'est la communication de M. Hollande et de M. Valls, qu'il n'y a aucune mesure de fond qui n'est prise. Je veux dire, rétablissement des frontières nationales, c'est terminé. Permettre aux policiers de pouvoir aller là où on ne pouvait pas aller jusqu'à présent? Non, mais restitution réelle des effectifs de police, de gendarmerie, de douane, d'armée, c'est pas fait. Dissolution de la centaine de mosquées radicales identifiées par le ministère de l'Intérieur, ça n'est pas fait. Vous voyez, des vraies mesures, lutter contre le communautarisme dans les quartiers, réaffirmer la laïcité partout. Le communautarisme est souvent le terreau de l'islamisme radical. Ça n'est pas fait. Donc le reste, ce n'est pas fait pourquoi? À part crever nos forces de l'ordre, il faut quand même aller leur parler. Il faut voir dans quel état elles se trouvent aussi. On n'a pas intérêt non plus à tirer sur la corde de trop, parce qu'elles ne sont pas si nombreuses que cela, et parce qu'on leur demande beaucoup. Il ne faudrait pas que l'état d'urgence devienne Vigipirate. Vous voyez, Vigipirate, on l'a instauré, ça devait être exceptionnel. C'était exceptionnel. On l'a instauré en 1995 et on n'en est jamais sorti. L'état d'urgence, ça doit être exceptionnel. Parce que sinon, l'étape d'après, c'est quoi? L'état de siège. Il faut en sortir aujourd'hui ou pas? Là, aujourd'hui. On peut rester ou sortir. Non, mais globalement, on vous demande de trancher, là. Moi, je serais parlementaire, je voterais contre. Mais et comme d'autres feront un autre choix. Quand Manuel Valls dit que c'est nécessaire jusqu'à ce que la menace Daesh soit finie, ouais. Ça veut rien il a tort?
Mais ça, c'est inquiétant. Ça veut dire que ça peut durer des années et des années. Quand est-ce qu'on décidera que la menace est terminée? Et puis, est-ce qu'il n'y aura pas une autre forme d'organisation islamiste qui prendra le relais de Daesh, puisqu'on sait qu'avant Daesh, de toute façon, ça n'a pas disparu, mais il y a eu Al-Qaïda qui était la menace principale, etc., etc. Ça, c'est pas un critère. On ne peut pas vivre dans ces conditions-là, et surtout, vous savez, les Français sont prêts à des efforts, mais il faut qu'ils aient le sentiment qu'il y a une efficacité à côté. Si les grandes mesures structurelles de sécurisation du territoire ne sont pas là, je parle des frontières, je parle des effectifs, je parle de la lutte contre le fondamentalisme islamiste, alors on a le sentiment de plus en plus d'être dans la communication. Est-ce qu'on est dans un État policier? Non, on n'est pas dans un État policier, on ne peut pas dire ça. Non. On est dans un État surtout inefficace. Vous parlez de communication tout à l'heure. Qui parfois ne respecte plus les libertés individuelles. Ça, c'est par exemple le problème de la loi renseignement, où on peut capter vos conversations, vos téléphones, vos mails, sans aucune autorisation. Justement, là, le gouvernement veut aller plus loin, il veut aller beaucoup plus loin, en renforçant sur ce terrain-là, notamment, par exemple, se saisir des données des ordinateurs, en donnant plus de pouvoir aux policiers. Ça annoncé dès demain au Conseil des ministres. Ce qui me gêne précisément, c'est qu'on a à la fois et en même temps moins de liberté et moins de sécurité. Vous voyez, sécurité et liberté, c'est un vieux dilemme philosophique. C'est souvent d'ailleurs un sujet, ça revient périodiquement, un sujet de bac philo. Est-ce qu'on peut concilier sécurité et liberté? Bon, on a plus de liberté mais moins de sécurité et inversement. Notre gouvernement et les précédents d'ailleurs ont trouvé la clé. Eux, c'est moins de sécurité et moins de liberté. Donc on est perdant-perdant. Eh bien, moi, je considère qu'il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. On peut à la fois avoir plus de liberté et plus de sécurité, à condition de prendre des mesures efficaces. Et souvent, d'ailleurs, la sécurité rétablit la liberté. Puisque quand vous vous sentez sûr dans votre quartier, alors vous osez sortir de chez vous dans la tenue dans laquelle vous souhaitez être. Je parle des femmes notamment. Vous pouvez avoir le comportement que vous voulez, vous pouvez avoir les mœurs et la vie que vous voulez, et vous retrouvez la liberté parce qu'on vous a assuré la sécurité à côté. L'Union des organisations islamiques de France se réunissent à Lille dimanche. Certains orateurs sont dénoncés par les opposants du OIF, réputés proches des frères musulmans. La vigilance promise par le ministre de l'Intérieur est-elle suffisante pour vous? Non. Non, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on a ce genre de problème avec des congrès de l'UOIF, avec des personnages absolument pas recommandables, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que là, il y a quelqu'un qui promet la peine de mort pour les homosexuels, c'est ça, qui est invité. Mais il ne faut pas autoriser cette manifestation. Vous demandez son interdiction? Non, mais nous, on demande bien sûr que cette manifestation ne soit pas autorisée, qu'on n'entende pas, surtout maintenant, ce genre de propos absolument haineux et insupportables, et qu'il y ait une dissolution de l'UOIF. Ça fait des années qu'on la réclame, cette dissolution de l'UOIF, qui sont liées aux frères musulmans. Donc une censure préalable, le ministre de l'Intérieur s'y refuse, il dit on va regarder ce qui se passe là-bas. Dans d'autres cas, il a été beaucoup plus rapide et s'est posé beaucoup moins de questions. Alors que là, il me semble qu'il y a quelque chose quand même de gravissime qui se prépare. Donc l'interdiction. Mais oui, mais bien sûr. Vous serez à partir de vendredi à ce grand séminaire qui va durer jusqu'à dimanche. Je crois que c'est en Essonne, à Étiole, c'est ça? C'est ça. C'est bien ça. Il y a un ordre du jour défini pour ce séminaire? Alors la thématique, c'est comment préparer l'arrivée au pouvoir, puisque nous sortons d'élections où, j'entends ce qui a été dit, mais malgré tout, il faut rappeler qu'on a battu notre record en pourcentage et en nombre de voix historique. Et nous sommes en progression constante, le seul parti en dynamique dans la vie politique française aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de comment faire mieux. Comment faire mieux et pour arriver, préparer cette accession au pouvoir. Et après, oui, il y a une organisation des quelques demi-journées. Il y a une audition aussi de personnalités qui sont des compagnons de route et dont on aimerait avoir l'avis, l'opinion. D'accord, donc ça, on va y venir. Vous dites on va préparer l'arrivée au pouvoir. Du coup, on ne comprend pas très bien. Est-ce que c'est pour préparer l'arrivée au pouvoir, c'est-à-dire l'après-mai 2017, si vous arriviez au pouvoir, ou est-ce que c'est comment faire en sorte d'accéder à l'Élysée? Non, c'est pour préparer, si vous voulez, cette période 2016-2017. Marine Le Pen a fait le choix d'une année sur le terrain, à la rencontre des Français, prendre son temps, pas des déplacements à toute vitesse, mais vraiment on la voit avec des dans les professionnels. médias, d'ailleurs. Mais vous la reverrez régulièrement. Et puis, surtout, je pense qu'elle veut s'échapper du buzz parisien, médiatique, permanent, qui tire vers le bas, je crois, le débat. C'est nous, c'est pour nous que vous dites ça. Bon, vous êtes une émission, on a le temps, on parle du fond, donc c'est pas vous du tout qu'on visera en premier. Mais pour le coup, parfois, il y a, la politique, ça n'est pas cela. La politique, c'est aussi d'aller voir les métiers, les professionnels. C'est pas ce qu'on a compris. Et la campagne viendra en 2017 et elle est une candidate extrêmement sérieuse, tout le monde le sait, pour la présidence de la République, infiniment plus sérieuse d'ailleurs qu'en 2012. Il y a une autre façon de présenter ce séminaire. On a dit que c'était la remise en cause des thèses que vous avez imposées au Front National et notamment Non, moi auprès j'y de sa suis très présidente. favorable à ce séminaire.
Moi, je Oui, d'accord. je trouve Et sur le extrêmement fond positif que le front puisse débattre de Bien lui-même, sûr. faire son introspection Et faire prendre un discuter virage, ses et prendre cadres un et ses virage. élus. Vous allez pas changer radicalement de vendredi à dimanche midi. Il ne va pas y avoir de changement radical. Vous n'allez pas passer de la sortie de l'euro à l'euro, c'est formidable, je Non, mais crois. c'est pas un séminaire programmatique, c'est un séminaire de stratégie, de discussion, de débat. C'est plus sur la communication que sur le fond, en fait. Le Front National, c'est un parti qui défend quelques grands principes qui sont évidemment intangibles et qui nous différencient du reste de la classe politique française. Nous sommes pour la souveraineté nationale, donc la démocratie, hein. C'est la même chose. Hein. Nous sommes pour l'identité nationale et nous considérons que la France, la nation, est un modèle extrêmement performant pour assurer la prospérité, la sécurité et la liberté. Voilà ce que nous disons. À partir de là, tout découle et découle de cela un Dont projet la sortie extrêmement de l'euro, cohérent. ouais. L'euro, c'est la souveraineté économique, c'est la souveraineté monétaire, c'est ce qui nous rend immédiatement de la compétitivité par rapport à l'Allemagne, d'avoir une monnaie nationale. C'est ce qui permet de financer les PME qui souffrent d'aujourd'hui d'un déficit de financement bancaire. Donc extrêmement important d'avoir, comme l'immense majorité des pays du monde, hein, Mais là, plus de vous êtes en train de 95% répéter les arguments. d'avoir que une monnaie nationale. Vous allez Non, mais devoir les j'ai- utiliser pour convaincre certains des vôtres. Non, mais c'est pas ça, c'est le projet. Si vous voulez, il est là. J'ai pas besoin de les convaincre. Tout le monde est souverainiste et patriote au Front National. Après, qu'on sorte, moi j'entends parfois le projet économique, j'entends, il y a les étatistes, les libéraux. Non, ça c'est de l'idéologie. Il est pragmatique. Je vous le résume en une phrase, c'est la liberté d'entreprendre avec une intervention de l'État suffisamment forte pour effectivement orienter des filières industrielles, organiser une réindustrialisation innovante et permettre le développement de l'emploi. Voilà ce que nous disons. Vous auriez été là en 2012, vous auriez dit le programme économique du Front, c'est la sortie de l'euro pour retrouver les libertés, les pouvoirs de la France et pouvoir essayer de rétablir l'économie. Vous auriez fait de ce point-là le point central. Non mais c'est un point extrêmement important. Sans monnaie, tous ceux qui vous disent, regardez l'expérience Syriza, tous ceux qui vous disent on va tout changer sans rien changer, notamment sans changer la question de l'euro, sont des menteurs. On ne peut pas sortir de l'austérité, c'est-à-dire la baisse des salaires, la baisse des retraites, la disparition des services publics, la hausse des taxes, la hausse des charges, sans liberté monétaire. Les toutes dernières questions sur la Grande-Bretagne. Je ne sais pas si c'est un modèle pour vous. En tous les cas, je ne parle pas du Brexit, hein, mais des négociations. c'est le Brexit. Mais non, je vous parle des négociations pour l'éviter, justement, avec David Cameron qui négocie à Bruxelles des aménagements sur la souveraineté. Oui, mais je pense que M. Cameron, en fait, c'est un gouvernement européiste qui fait ce référendum contraint, parce qu'il y a une forte demande au Royaume-Uni. Et alors que nous proposons ce référendum aussi sur l'appartenance à l'Union européenne, précédé de négociations, mais nous serions un gouvernement patriote qui ferait volontairement ce référendum, ce qui est tout à fait différent. Donc j'ai le sentiment que M. Cameron entretient de fausses négociations pour éviter à tout prix que les Britanniques votent le Brexit, la sortie de l'Union européenne. Eh bien, moi, j'espère qu'ils voteront la sortie de l'Union européenne parce qu'il n'a obtenu que de très, très maigres avancées, M. Cameron, aujourd'hui. Et donc, il ne peut pas présenter cela comme une avancée majeure. J'encourage nos amis patriotes britanniques à voter la sortie de l'Union européenne. Et j'espère que nous aurons, nous aussi, notre France-Exit ou notre Frexit, je ne sais pas comment on doit dire, c'est-à-dire un référendum en France sur cette question majeure, démocratique, politique, économique, sécuritaire, Et qui est ces l'Union européenne. négociations ne montrent pas que finalement, le seul moyen pour vous de faire ce que vous voulez faire, c'est de sortir de l'Union européenne, que c'est le chemin auquel vous devrez aboutir? Quand les négociations sont sincères par un gouvernement déterminé, elles peuvent peut-être aboutir. Et si elles n'aboutissent pas, si la machine est effectivement irréformable, alors on fera le choix de la sortie.